Bonsoir à tous. Alors on va commencer cette dernière table ronde avec plusieurs chefs d'entreprise que je remercie d'être venus aujourd'hui. On n'est pas très nombreux, alors on va profiter de l'occasion pour que ce soit interactif. Si vous avez des questions durant l'échange, n'hésitez pas. Je pense que le but c'est vraiment d'échanger, de discuter et voilà. Faites passer vos questions, vos idées. Donc ce soir, on a en super panel d'intervenants, bien entendu. Vous allez bien entendu vous présenter dans un instant. L'idée, c'est vraiment de vous faire découvrir ce qu'est être chef d'entreprise dans le jeu vidéo aujourd'hui. Vous faites des choses différentes, vous avez des projets différents et des profils différents, c'est ce qu'on va découvrir. On va essayer peut-être de casser certains mythes ou vous faire poser des questions que vous n'envisagez pas avant. Par exemple, est-ce qu'un directeur de jeu vidéo est plutôt un directeur administratif, un directeur de création? Voilà, tout plein de questions que vous pouvez vous poser. N'hésitez pas en tout cas. Et on va peut-être commencer directement par les présentations. Donc allez-y, Johan, peut-être commence par te présenter succinctement. Donc bonsoir, je m'appelle Johan Spielmann. Donc je suis cofondateur du studio Le Cortex, un studio de développement de jeux vidéo, petit studio parisien. Bonsoir, moi je suis Jérôme Payer-Brunet et je dirige le studio Pimpin Team qui est aussi un petit studio parisien. On peut pas utiliser un micro. Ça marche? Vous m'entendez? Ouais. Et moi je suis Jonathan Ferbeuf, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Purple Brain. Et à la différence de mes camarades, nous on fait connaître des jeux mobiles. On fait pas des jeux, mais on fait connaître des jeux. Voilà. Très bien. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter un tout petit peu plus votre studio, votre structure, un petit peu sa taille et ses projets? Donc tu viens de commencer, Jonathan, en disant que c'était un petit peu particulier. Oui. Donc nous en fait on est là on va être 7 très très bientôt. On s'est créé il y a à peu près 1 an et demi. Moi je m'occupe de toute la partie business et mon associé de la partie technique. Moi j'ai j'ai une formation d'école de commerce et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'univers du jeu où je me suis occupé d'un jeu qui s'appelle Urban Rivals où j'étais en charge de la partie marketing, acquisition de trafic, partenariat, financier, etc. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années et j'ai eu envie de créer ma boîte après ça. Voilà. Ça va être intéressant, on va y revenir, mais pour l'instant développer un petit peu peut-être sur votre boîte encore. Géraud. Alors le studio Pimpin Team, on est 7 aussi, donc il y a 4 développeurs, un game designer, un directeur artistique et moi. On fait des jeux éducatifs, donc des jeux pour les enfants, on reprend le programme scolaire. On fait des jeux casual après, donc des jeux pour tout public. Et on fait des jeux qui sont cross-platform. Donc du coup, c'est des jeux à la fois qui sont sur mobile et sur le web. On fait à la fois des productions en propre, c'est-à-dire des jeux qu'on a envie de faire et puis qu'on va développer, qu'on va éditer et distribuer. Et puis on fait des jeux pour des clients, donc c'est des commandes. Voilà. Donc nous, le Cortex, on est un studio de 7 personnes. Voilà. C'est comme quoi c'est le chiffre magique, avec des pics de production. Merci. Avec des pics de production, donc en fonction du moment de la production, on va être, en général, on est 7 sur le départ. Si jamais on est sur un gros projet et qu'on a besoin de pousser, à ce moment-là, on va prendre des freelances et ce genre de personnes pour monter. Donc on peut pousser à 20, 30 personnes et on redescend très vite à 7 parce que le burn rate est catastrophique. On a développé des jeux de danse, des jeux de karaoké, puisqu'en fait, pareil, le studio a 2 lignes. Une ligne, on va dire, de jeu à la commande et une ligne de jeu personnel. Donc on a développé des jeux sur Wii, sur PS3 et de façon personnelle, actuellement, on développe des jeux sur Neo Geo, donc sur des vieilles consoles. Très bien, donc un panel assez varié dans lequel vous pourriez peut-être vous projeter. Justement, en parlant de projection, qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre, donc à créer votre propre entreprise, être calife à la place du calife, faire les jeux dont vous avez toujours rêvé, et est-ce que vous avez une formation particulière qui vous a aidé dans l'entrepreneuriat, ou quel est votre parcours personnel qui vous a amené vers ça justement?
Alors moi j'avais déjà créé une société quand j'avais 20 ans. J'en ai pas beaucoup plus, hein, j'ai 30 ans, mais du coup c'était une bonne école. Et puis dans mon école de commerce, j'ai pris des cours d'entrepreneuriat. Donc moi ça me titillait depuis le départ. Après la première expérience qui a été assez enrichissante, c'était dans le cinéma ma première expérience, donc c'était un peu différent, mais c'était quand même dans l'univers des médias. Et ça m'a appris beaucoup. Et suite à ça, moi, je voulais rentrer dans l'univers du web, peut-être plus que du jeu, mais j'ai eu une opportunité de rencontrer quelqu'un qui avait cette boîte qui développait Urban Rivals. Et du coup, ça a été une opportunité pour moi de rentrer là-dedans. Et puis finalement, au sein de la boîte dans laquelle j'étais, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui se passaient dans l'univers du mobile qui m'intéressaient beaucoup, et des opportunités aussi business. Je voyais que nous on avait un jeu qui marchait très bien sur mobile, mais on avait du mal à trouver des utilisateurs, à acheter des utilisateurs à des partenaires. Et je me suis dit que plutôt que quelqu'un d'autre le fasse, moi je pouvais le faire, et je pouvais peut-être le faire bien. C'était mon ambition, peut-être ma folie, mais je me suis dit ça. Et du coup j'ai eu l'idée d'un modèle un peu différent de ce que proposaient les partenaires. Et donc j'en viens juste à expliquer ce qu'on fait peut-être plus en détail. On a deux services. Un premier service qui s'appelle Gifties, qui est une application Android. Nous on n'est que sur Android actuellement, on va arriver sur iOS bientôt, et dans lequel en fait on peut télécharger l'appli gratuitement, et on va proposer à nos utilisateurs de télécharger des jeux partenaires et de faire des missions dans les jeux partenaires, type terminer un niveau, battre un monstre ou avoir un certain nombre de points. Et en échange de ça, on gagne des points dans Gifties, et ensuite on peut convertir ces points en cadeaux réels, donc en bons d'achat, en smartphone, etc. Et l'objectif étant, d'un côté, du point de vue des utilisateurs, de leur faire découvrir des très bons jeux, et de l'autre côté, d'apporter du trafic qualifié à nos annonceurs des studios de jeux qui veulent avoir des utilisateurs engagés. Donc on sert un peu cet objectif à travers ça. Et c'est un peu comme un système de miles pour les compagnies aériennes. Quand vous achetez vos billets d'avion sur Air France, vous gagnez des points. Là, en téléchargeant des bons jeux, vous gagnez des points, et vous pouvez gagner des cadeaux sans forcément dépenser d'argent. Donc c'est un modèle génial. Et on a un deuxième service qui s'appelle AdBuddies, qui est une solution pour aider les développeurs indépendants à monétiser leur audience à travers des publicités plein écran. Pour d'autres jeux qui pour le coup ont plus de moyens. Donc typiquement un exemple, ça peut être Candy Crush, qui est un jeu qui marche bien aujourd'hui sur mobile. Ces gens-là, ils nous contactent parce qu'ils veulent avoir plus d'utilisateurs et plus d'installations. Donc on affiche des publicités pour Candy Crush par exemple dans des jeux indépendants qui ont une audience et qui veulent gagner de l'argent avec pour pouvoir vivre de leur projet. Donc voilà. Alors du coup, moi aussi j'ai une formation dans une école de commerce. J'étais aussi assez passionné par tout ce qui était création, donc j'ai fait mon école de commerce en alternance chez Warner Bros. Et en fait, on réfléchissait au concept de produits dérivés, c'est-à-dire il y a des marques comme Batman par exemple, et on réfléchissait où est-ce qu'on peut mettre cette marque Batman sur une voiture, sur machin. Donc on faisait des graphismes. Et ça a pas mal marché. Donc du coup, à la fin de mon école de commerce, j'ai créé une société. C'était une agence. On faisait ça, puis on l'a fait pour Warner Bros, pour Canal+, M6, etc. Bon, pour toutes les chaînes de télé qui avaient des marques comme ça et qui avaient besoin de réfléchir à comment, sur quels produits on peut mettre ces marques. Et puis petit à petit, on nous a demandé à faire des sites internet pour ces marques. Et forcément, vu que c'était des marques de l'entertainment, il y avait des jeux dans ces sites. Donc on a dû se mettre à faire des jeux. Et puis finalement, ça m'a bien plu. Donc on a créé une société qui faisait que ça. Et aujourd'hui, l'agence, je m'en occupe plus, et je m'occupe plus que de la société qui fait les jeux. Donc voilà, c'était un peu par hasard que je me suis mis à faire du jeu vidéo. Et du coup, moi j'ai fait l'École nationale des jeux vidéo et médias interactifs, donc l'ENJMIN à Angoulême, dans une deuxième vie, puisque dans une première vie j'étais formateur, graphiste, journaliste, illustrateur, entraîneur de basket. Et j'ai fait une reprise d'études. J'avais toujours souhaité faire des jeux vidéo, c'était une vraie passion. Mais en découvrant que finalement ce que j'aimais c'était pas jouer, mais c'était procurer une expérience de jeu à des joueurs. Du coup en fait j'ai fait le grand pas. À la sortie de cette école, j'ai monté une première société de jeux vidéo.
comme on l'apprend, enfin du coup dans mon école de jeux vidéo, il faut faire 3 projets, enfin faut se planter sur 3 projets pour pouvoir ensuite commencer à les réussir. J'ai planté 2 projets, enfin on fait 2 projets étudiants, donc qui sont par essence voués à se planter. Ensuite on monte une première boîte et première association, et ensuite j'ai monté ma deuxième boîte, qui est ma boîte actuelle, qui s'appelle le Cortex, et on s'amuse bien. Parce que je suis du côté production, voilà, pour le coup. J'ai un associé qui lui et je gère toute la partie administrative et toute la partie gestion de l'entreprise. Et moi, je suis dans la gestion des équipes et gestion créative. Alors, ce qui fait des beaux débats. Justement, j'allais y venir. Pour ceux qui pourraient envisager d'entreprendre, à combien il faut y aller? Il faut y aller seul. Votre expérience, quelle est-elle? Il faut s'associer? 2, 3, 5? Comment ça marche en fait? Comment vous avez construit une équipe dirigeante qui marche? Comment vous faites pour faire rouler votre studio justement? Bah, du coup, par rapport à mes 2 expériences donc d'entreprise, j'ai envie de dire, y aller seul, c'est un peu compliqué. Parce qu'on a toujours besoin d'avoir du recul, d'avoir une personne qui contrebalance le pouvoir ou les décisions autocratiques qu'on peut avoir, qu'on peut prendre sous le coup de l'émotion, qui sont pas forcément toujours réfléchies. Donc c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un avec soi. Et si jamais il y a trop de personnes, c'est impossible de se mettre d'accord. Du coup, il y a une espèce de juste équilibre à avoir sur le nombre de personnes à prendre les décisions, et surtout. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que c'est pas une question d'amitié. Enfin, souvent, nous, on entend des personnes qui disent j'ai envie de monter une boîte avec un ami ou avec un copain. Ce qui est le plus important, c'est la complémentarité des disciplines. C'est-à-dire que c'est une personne qui va vous apporter quelque chose, ou soit une compétence, soit un réseau, ou en tout cas quelque chose qui va matcher et qui va faire que votre boîte est plus forte. Et pas forcément quelqu'un qui partage 100% votre point de vue. Alors après, c'est très personnel en fait comme réflexion. Moi, je sais que j'aime pas perdre trop de temps dans les débats concernant les directions à prendre. Donc, du coup, j'aime bien diriger seul. Donc, j'ai pas un associé avec moi. Par contre, j'ai associé mes salariés. C'est-à-dire qu'ils ont un pourcentage du capital, ce qui leur permet de. À la base, j'ai fait ça parce que j'avais pas trop de quoi bien les payer. Donc, en échange, c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on dit je te paye pas super bien. Mets ta départ de l'entreprise, comme ça, si ça marche bien, tu participeras au succès. Et voilà. Et par contre, chacun est responsable de son savoir-faire. C'est-à-dire que moi, je vais pas interférer avec le directeur artistique ou avec le directeur technique. Chacun fait son taf. Et voilà. Mais après, ça dépend vraiment des personnalités de chacun. Alors moi, je conseillerais vraiment, mais avec mon expérience personnelle, de pas être tout seul. Maintenant, ça peut très bien marcher avec d'autres. Moi, je sais que je me dis que on a besoin. C'est un boulot difficile d'être chef d'entreprise, et s'il y a personne pour vous challenger ou réfléchir avec vous sur les bonnes orientations, c'est difficile. Et je suis d'accord sur le fait que c'est très important d'être complémentaire et d'apporter des visions différentes. Parce que si vous avez un clone de vous-même, ça vous apporte pas grand-chose. Mais si vous avez quelqu'un qui a une expérience très complémentaire, vous serez plus fort, parce que tout seul, c'est difficile de maîtriser tous les composants et les éléments importants d'un business. Et ne serait-ce que par exemple quand on n'est pas technique, avoir quelqu'un qui est technique dans ce genre de métier, c'est quand même important. Et puis voilà, ne serait-ce qu'aussi de pas être seul, ça peut être difficile au début de lancer sa boîte et de se sentir, peut-être au départ on n'a pas forcément beaucoup d'employés, et ça peut être compliqué de tout faire tout seul, de trouver l'énergie pour développer un projet tout seul. D'avoir une autre personne, ça peut aussi permettre de décupler l'énergie. Voilà, donc ce que j'en pense. Et également pour répondre donc à la question d'origine, pourquoi monter sa propre boîte? J'ai envie de dire c'est hyper philosophique, et effectivement en fait on sent bien quand on monte une société, on l'a fait parce qu'on a une vision, on va dire de la société. On a une vision de la façon dont on a envie de travailler, on a une vision de ce qu'on a envie de produire, on a une vision de la façon dont on a envie de le faire. C'est quelque chose qu'on peut soit porter seul, soit qu'on peut partager avec d'autres personnes selon différents points de vue, mais c'est majoritairement
en fait, c'est quelque chose que l'on façonne. On a envie de travailler d'une certaine façon et de proposer un cadre pour produire des choses. Et si on trouve pas à l'extérieur cette même vision, on n'arrive pas à la confronter ou on n'arrive pas à se sentir bien dans une boîte, on peut tenter le grand pas. Sauf que c'est super dur. Ouais, non, mais c'est un peu la question. Est-ce que vous conseilleriez qui vous pourriez conseiller justement de franchir le pas et à quels critères? Si vous en avez là 2 à donner ou un conseil à donner, en gros, c'est je me sens mal dans mon entreprise, je veux créer mon jeu. C'est ça, c'est je veux créer mon jeu. C'est plus général. Après, peut-être sur la création de jeu, je pense que messieurs seront plus à même de répondre, mais je dirais que de créer une boîte par défaut parce qu'on se sent pas bien dans son job, c'est pas forcément la chose à faire. Je pense qu'il faut vraiment le vouloir et avoir ça dans le sang. Enfin, je pense il y a des gens qui sont, et c'est pas mieux créer une boîte, c'est pas mieux que de pas en créer. Et il y a des gens qui sont très heureux en étant employés toute leur vie. Et je pense que si on a un état d'esprit d'entrepreneur, qu'on veut faire les choses soi-même, faire bouger les choses, alors il faut y aller, il faut pas hésiter. Mais si on n'a pas ça dans le sang et on se sent pas le faire, ça peut être très bien de rester dans sa boîte, et si on n'est pas bien dans sa boîte, d'en trouver une autre et d'être employé ailleurs. Donc moi je dirais c'est avoir quelque chose qui vous appelle. Si vous voulez faire des jeux et que ça vous appelle et que tous les jours vous dites j'ai envie de faire des jeux, faites-le et créez votre boîte. Si vous pouvez vous en passer et que vous êtes très heureux en étant qu'employé, je dirais c'est moins d'emmerde. Je dirais il y a aussi une question d'aventure, hein. C'est vachement challengeant, vachement sympa de créer une boîte. Donc moi c'était plutôt le côté aventure, finalement, que ce soit du jeu vidéo, c'est toujours plus sympa qu'une boîte de comptabilité ou quelque chose comme ça, mais il y a vraiment le côté aventure, effectivement, le côté rencontre, on est beaucoup plus libre, donc c'est ça moi qui m'a poussé à créer une boîte. Maintenant je conseillerais vraiment de le faire aujourd'hui, parce que c'est finalement dans le jeu vidéo notamment, c'est pas si compliqué que ça, je trouve, et que j'ai l'impression que la perception des gens sur la création de boîtes est beaucoup plus ils ont une perception comme quoi c'est très difficile, alors finalement sauter le pas c'est pas très difficile. Créer une boîte, on va dire, en question administrative, c'est très simple. On est pas mal soutenu aussi par différents organismes, notamment dans le jeu vidéo, et on n'a pas besoin d'être très nombreux. Il n'y a pas une barrière à l'entrée qui est importante en fait, notamment avec les jeux mobiles ou les choses comme ça, où c'est relativement abordable de créer un jeu mobile. Voilà. Effectivement, il y a 2 aspects. Dans un sens, administrativement, c'est hyper simple de monter une boîte de jeux vidéo. En 48 heures, on peut la monter. On peut la monter avec moins de 1 000 € pour les fonds et ainsi de suite. Et on va dire structurellement, c'est hyper simple. Faut une énergie démentielle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une force de conviction. Moi, j'assimile ça à un acte militantiste. C'est-à-dire que quand on monte une boîte, c'est qu'on a vraiment envie de dire quelque chose. On a envie de faire quelque chose. Et en fait, quand on veut faire quelque chose, c'est qu'on a envie de dire quelque chose. Et il faut vraiment que ce soit ultra clair, parce que on va passer des heures démentielles, on va mettre une énergie considérable pour essayer de faire passer ça. Et on va essayer de tracter toute une équipe derrière soi. Si on n'a pas cette force de conviction, ça sert à rien de monter une boîte et de le faire. Et après, dans le jeu vidéo, dans un sens, ça peut être super simple administrativement de le faire, et c'est là où il faut avoir une barre d'énergie infinie, parce qu'on va se taper des murs et chaque mur en fait vous pourrez vous faire cesser à chaque instant. Donc du coup après il y a une réflexion sur son modèle, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on va le faire, quelle visibilité, ainsi de suite. Et pour le coup là dans le jeu vidéo c'est super compliqué. C'est simple de monter sa boîte, c'est simple qu'elle se casse la gueule aussi, effectivement. Ouais. C'est quoi la journée type d'un chef d'entreprise dans le jeu vidéo? Ça se résume? Moi je dirais c'est 7h du matin, 12h le soir. Et puis en fait on vit jeux vidéo. Enfin j'ai l'impression, c'est pas une journée type parce que j'ai l'impression que c'est en continu, on y pense tout le temps. C'est-à-dire quand on crée un jeu, et on est dans la création du jeu, parce que c'est un acte de création, donc c'est un métier passion. On vit sa boîte. Et après on a les problématiques à comment la faire perdurer, donc c'est une espèce de vie continue. Ouais, je suis d'accord qu'il n'y a pas vraiment de coupure quand on rentre chez soi. Par contre nous au sein de la boîte on fait des horaires très cool, on travaille pas énormément en fait.
parce que voilà, c'est dans notre philosophie. On n'a pas envie de travailler jusqu'à minuit les soirs, donc on fait plutôt les horaires comme la Poste. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas de coupure, donc on est toujours en train de penser en fait, même le soir. Des fois, on peut pas dormir parce qu'on va réfléchir à un truc. Et voilà. Et je sais plus ce que je voulais te dire. Rebondir sur un truc que tu avais dit, mais je sais plus. Mais voilà. Ok. Donc moi, encore une fois, c'est la vision plutôt une boîte qui travaille avec des studios de jeux vidéo, mais pas forcément une boîte qui fait des jeux. Moi, mon temps, il est assez, mes journées sont assez variables en fonction des priorités du moment. Par exemple, aujourd'hui, on cherche à recruter des gens, et du coup, j'ai passé une journée à passer 4 entretiens, et donc c'était fatigant. Et j'ai pas fait grand chose d'autre. Après, il y a une semaine, j'étais sur autre chose, et du coup, ça varie beaucoup. Chercher des partenaires, chercher des annonceurs, chercher des nouveaux studios avec lesquels bosser. Donc ça varie beaucoup. En fait, il y a beaucoup de diversité. Après, ça peut être aussi un rendez-vous à la banque important. Il y a beaucoup de choses différentes. Bonjour, j'aurais une petite question. Donc, si j'ai bien compris, vous représentez des petites structures. Je voulais savoir au niveau du recrutement si c'était plutôt technique ou commercial. Parce que par exemple, on est issu d'école de commerce et on voulait savoir est-ce que vous avez quand on est une petite structure, on cherche plus un mec technique qui lui va avoir des idées marketing comme ça et donc en gros il a double compétence, ou est-ce que vous cherchez vraiment quelqu'un spécialisé dans le management avec un réseau et tout ça? Alors moi je veux bien répondre. Nous on cherche des gens plutôt business actuellement. Donc si tu cherches quelque chose, n'hésite pas. Voilà. Et du coup on cherchera un développeur bientôt, mais un supplémentaire. Mais là on est plutôt sur profil business. Je compléterai la question en fait. Au-delà de purement ça, qui fait quoi en fait? Vous vous associez, donc on a compris que c'était globalement pas mal de s'associer, sauf quand tu as une très grosse volonté de le faire seul. Mais alors ce qu'on comprend, c'est qu'il faut gérer sa boîte justement. Donc il y a la production, parce que finalement il faut faire des jeux, donc il faut quelqu'un qui fasse la production, directeur créatif, directeur de production, mais aussi le financement, chercher les financements, l'export, les ressources humaines, la communication, le marketing, les questions juridiques, etc. La R&D, pourquoi pas même, qui vont au-delà vraiment de la production et ce que les gens peuvent assimiler à je fais une boîte de jeux vidéo, donc je fais des jeux vidéo. Qui fait quoi? Comment ça se passe? Alors, juste déjà pour te répondre, nous dans les petites structures, c'est vrai que au niveau commercial, c'est moi qui m'en occupe et finalement on a plus des problématiques à livrer les projets dans les temps et pas trop prendre de retard, donc on n'a pas besoin d'autres personnes. Je pense que les studios un peu plus gros, plutôt vers 40 personnes, là ils vont avoir besoin de commerciaux pour les aider à trouver d'autres clients, etc. Nous on est plutôt dans le problématique, on a trop de choses et il faut plutôt qu'on s'organise à les faire bien et à les livrer à temps. Et alors après dans la gestion de qui fait quoi, un chef d'entreprise, en tout cas moi ce que je fais tous les jours, on va dire qu'il y a une partie administrative, donc qui va comporter tout ce qui est juridique, fiscal, social, donc voilà tout ce qui est les paperasses. En gros, c'est un peu pénible. Ça va représenter à peu près, on va dire 20-25% du temps de travail. Et après, il y a une partie recherche effectivement d'argent. Donc c'est recherche de financement quand on est en production, en autoproduction. Donc ça va être faire les dossiers pour le CNC. Ça va être trouver des coproducteurs, donc trouver des partenaires qui seront pas injecter de l'argent dans les jeux parce qu'ils pensent que le projet est bien. Ça va être trouver des distributeurs, etc. Ou alors si c'est avec des clients, ça va être trouver des clients, signer des contrats, etc. Et après, il y a une partie gestion de projet où là, c'est comment amener un projet, comment amener une équipe en fait à réaliser un projet. Donc c'est le suivi, la motivation. Alors chacun après a ses propres méthodes. Nous on travaille en méthode Scrum, donc c'est des méthodes agiles. En gros, c'est on fait des petites séquences assez courtes toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. On se dit allez, la semaine prochaine on doit avoir fait ça, puis on se réunit. Est-ce qu'on l'a fait? Oui, bien, etc. Donc voilà, le rôle dans des toutes petites structures, finalement on fait un peu de tout. Les choses qu'on fait pas concrètement, en tout cas pour moi, je fais pas de direction artistique, je fais pas de direction technique et je code pas. Et ça c'est des vrais, enfin c'est des métiers particuliers, donc voilà.
Nous, c'est la même chose, hein, sauf que nous, on fait aussi la direction artistique, le code et le game design. Effectivement, en fait, dans une petite structure, j'ai envie de dire, la partie commerciale l'incombe aux chefs d'entreprise, en fait, aux associés. Et en fait, on est très centralisé sur la prod. Donc, effectivement, les profils, c'est des profils techniques la plupart du temps. Même si quand on est une toute petite structure, c'est même pas tant la technique que j'ai envie de dire la personnalité en fait. Est-ce que tu es capable de travailler dans une je vais pas dire utiliser le mot famille, mais ça s'en rapproche un petit peu, à savoir est-ce que tu vas coller avec la philosophie de l'entreprise et est-ce que lorsque tu te mets avec toutes les autres personnes, la boîte est plus forte ou pas. Donc après, on est hyper polyvalent et c'est le principe même des petites boîtes, c'est que tout le monde est capable de faire un peu tout, n'importe quoi, à n'importe quel moment. C'est en fonction de est-ce que ta charge au travail elle est un peu plus légère et à ce moment-là, tu peux décharger quelqu'un qui est complètement la tête sous l'eau. Donc nous, on a des profils hyper polyvalents, on sait à peu près tout faire. Moi, je sais faire du code, du graphe, de la 3D, de la 2D, de l'animation, de la gestion de projet, de la DRH, me battre avec le RSI, enfin. Et juste aussi, quand même, pour donner une lueur d'espoir, je trouve que les écoles de commerce, ça permet finalement de rentrer peut-être d'une manière un peu plus facile que les autres dans ce métier, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants en fait qui font des études de jeux vidéo et du coup avoir une passion du jeu vidéo ou avoir envie de faire du jeu vidéo en ayant une école de commerce, on sort un peu du lot finalement, et donc je trouve que c'est un bon moyen de rentrer dans le milieu, ou alors bien sûr après sinon il y a les écoles, des très bonnes écoles, notamment l'Engmin, mais il y en a quelques-unes, je crois que j'ai vu vite fait là-bas, qui sont assez connues, et il faut bien faire attention à l'école qu'on choisit parce que il y a pas mal d'écoles qui voilà, où on paye et finalement on n'a pas une super formation, mais il y a des écoles qui sont très très bien, l'Isart, l'Engmin, j'en oublie plein, mais Attention. Ouais, non, Ils sont là. Et j'en oublie, attends, je vais essayer de les... enfin bref, il y en a plein des très bonnes, et voilà, donc moi je dirais que si vraiment on a envie de bosser dans le jeu vidéo, c'est soit faire une top école, soit faire des projets perso très bien, parce que c'est très important. Finalement, nous l'école on s'en fiche, c'est juste que c'est une caution ou qu'on sait que le gars il sort de l'Isart ou l'Engmin, on se dit bon allez, de toute façon il a déjà eu des sélections avant, donc il est forcément bon quelque part. Mais on va quand même vachement plus regarder aussi les travaux perso. Est-ce que le gars chez lui il fait des trucs, et est-ce qu'il peut nous montrer qu'il est vraiment passionné, et ça c'est très important. Ouais. Je veux bien poser la question quand même à Jonathan, parce que tu as quand même une expérience de business developer quand même chez développement d'affaires chez Booster, et avec ta nouvelle boîte. Parle-nous un peu de ton expérience, justement de ces rôles, qui comment ça s'articulait, qu'est-ce que ça représentait aussi pour la. Tu veux dire chez Urban Rivals? Chez Urban Rivals et maintenant chez toi en fait. Alors chez Urban Rivals, moi j'étais sur un poste qui était assez transversal, c'était assez sympa parce que j'avais beaucoup de choses. Moi, mon objectif, c'était de développer le business de la boîte, donc de trouver des idées pour améliorer ça. Donc, ça passait par trouver des nouveaux canaux de recrutement de joueurs pour Urban Rivals, internationaliser le jeu. Je m'occupais au début, le jeu était pas traduit dans plein de langues, je me suis occupé de faire ça. Il y avait aller chercher des subventions au CNC, pareil, je m'en étais occupé. Il y avait passé des partenariats avec des gros sites médias en faisant des revenue sharing. Ils nous envoyaient du trafic et en échange, on leur reversait une partie sur les dépenses que faisaient les joueurs qui nous envoyaient. Donc essayer vraiment de trouver aussi des nouvelles idées pour développer le jeu. Donc on avait lancé aussi une BD, on avait lancé des figurines, voilà, c'était assez divers. Ensuite, donc maintenant dans ma boîte, alors peut-être nous on est sur une logique un peu différente puisqu'on n'est pas sur encore une fois le développement de jeux, donc on est une boîte plus orientée business, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher chercher des partenaires, des annonceurs d'un côté pour faire de la pub dans notre réseau, et puis de l'autre côté trouver des développeurs indépendants qui ont besoin de monétiser leur trafic. Donc il y a beaucoup d'aller chercher des choses à l'extérieur qu'on ne peut pas forcément avoir à l'intérieur. Donc c'est pour ça que notre boîte a besoin aussi de profil business. Et dans ton ancienne expérience, pourquoi c'était finalement toi qui le faisais et pas les associés? C'est une question de taille critique, de volume de travail? C'était une question de profil. C'était que le CEO de la boîte était technique et que du coup il n'y avait pas forcément cette
compétence. Enfin, oui, il n'y avait pas forcément cette compétence-là en interne, donc voilà, c'était pour apporter cette deuxième vision dans la boîte, quoi. Oui, juste pour rebondir, effectivement, en fait, sur ce que disait Géraud, ce qui est intéressant quand on est dans une petite boîte, c'est que le tamis technique, effectivement, c'est des profils techniques, on va dire, par rapport à nos tailles de structure, c'est nécessaire, mais en fait, c'est presque, on va pas filtrer sur ça. C'est-à-dire que si tu viens dans une boîte de jeux vidéo et que tu dis que tu es programmeur et que tu ne l'es pas, tu fais pas long feu, ça va vite se voir. Pareil, si tu dis que tu es graphiste et que tu sais pas tenir un crayon, ça va vite se voir. Mais par contre, le fait d'avoir une compétence supplémentaire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, la pluridisciplinarité dans les petites structures, c'est hyper important d'avoir en fait une autre vision des choses. Et finalement, dans les boîtes de jeux vidéo, enfin là je parle pour ma chapelle, le fait d'aimer les jeux vidéo, enfin aimer jouer, c'est vraiment pas c'est pas tant un plus que ça. On aime tous jouer. En fait, est-ce que tu aimes créer? Et finalement, le fait d'avoir vu plein de choses sous d'autres points de vue, quelqu'un qui a fait de la philo, de la socio ou ce genre de choses, c'est des profils qui sont top en complément d'une compétence technique ou du market aussi ou du commercial, ainsi de suite. C'est des points de vue qui te permettent d'introduire des nouvelles disciplines et des nouvelles façons de voir les choses à l'intérieur d'un tamis technique. Et ça, on va dire, dans les doubles cursus, c'est assez top, quoi. Justement, sur les ressources humaines, comment ça se passe de passer d'un membre d'une équipe à chef d'équipe, justement, qu'elle soit petite ou de taille supérieure, selon vos expériences dans les différentes organisations? Qu'est-ce qui a changé en étant maintenant chef d'entreprise pour vous, dans la manière d'appréhender justement vos équipes et les recrutements? Bah déjà, quand on est chef d'entreprise, on peut pas se reposer sur un boss qui va prendre les décisions pour nous. Donc typiquement, quand on est dans une boîte, même si on a un poste élevé, si le patron de la boîte fait bien son boulot, bah il doit valider les recrutements et il doit pas laisser faire ses employés pour recruter les gens. Enfin, il peut leur laisser une marge de manœuvre, mais je pense qu'au final, sur les postes importants, quand on est chef d'entreprise, il faut être là et valider les gens. C'est vraiment la clé du succès de la boîte, c'est les gens qui sont à l'intérieur. Donc il y a ça. Après, c'était quoi la suite de la question? Excuse-moi, je me souviens plus. Je suis un peu fatigué. Peut-être passer d'un membre d'équipe à chef d'équipe, justement. Alors après, bah, c'est sûr que on est dans le faire, et après il faut passer dans le faire. Et c'est pas forcément les mêmes personnes qui sont bons dans les deux, en fait. Et quand on est chef d'entreprise, je pense qu'on a la velléité d'être bon dans le faire. Et d'ailleurs, on n'est pas forcément toujours excellent dans le faire. C'est-à-dire que on peut en fait, c'était Richard Branson qui disait ça, que son plus grand talent, c'était d'avoir trouvé les bonnes personnes autour de lui, et que lui, il n'était pas forcément excellent dans ce qu'il faisait, enfin, dans les tâches au quotidien qui étaient cruciales dans sa boîte. C'est qu'il avait recruté les personnes qu'il fallait, qui étaient bien meilleures que lui. Et je pense qu'un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui sait trouver les bons profils pour faire encore mieux que lui, finalement, dans les différentes choses. Et qui en a conscience. Voilà. Et qui est flemmard. Donc du coup, il laisse faire les autres. Ouais, c'est un peu ça. Oui, il y a cette notion de délégation, en fait, et de confiance, et c'est ce que tu disais aussi, Johan, de climat d'entreprise, et de trouver les bons talents. Réussir à déléguer aux bonnes personnes. Ouais, tout à fait. Et autre chose aussi, je sais pas si ta question c'était aussi comment on passe dans une petite structure chef d'entreprise, ou parce que ça clairement je pense que c'est pas possible dans les toutes petites structures. En gros, c'est soit tu la crées et t'es chef, soit tu peux devenir associé, mais en gros ou alors il faut que le chef soit viré ou machin, mais c'est l'intérêt de créer sa boîte, c'est que tout de suite on est chef. Combien ça coûte de créer, de se lancer? Bon, vous êtes sur une taille d'entreprise relativement similaire, avec aujourd'hui 7 salariés, mais comment vous vous êtes lancé et quel investissement ça a nécessité au départ? Et du coup, peut-être parler des financements et de la recherche de financement, si vous voulez. Si vous en avez profité ou cherché ou pas du tout. Nous, ça nous a coûté 2000 € à créer, parce qu'on a mis ça, mais ça aurait pu nous coûter moins cher, c'était le capital. Après, comment on peut faire? Alors la première année, on paye pas de charge. Enfin, on va pas détailler l'ensemble des aides, mais en gros,
il y a un burn rate, donc c'est l'argent qu'on dépense tous les mois. Au départ, quand on est 3, s'il faut créer la boîte à 3, qui est vraiment très faible, hein. Il y a 5 000 euros par mois, si vous arrivez à trouver 5 000 euros par mois, vous pouvez limite vous en sortir en vous payant un peu plus du SMIC. Et après, plus ça grossit, plus il va falloir trouver des systèmes de comment on peut s'en sortir. Et là, on a des burn rates à 7, où là les salaires commencent à être un peu plus élevés, où il faut trouver du financement à droite à gauche. Mais en gros, c'est pas le lancement tant qui est difficile, parce que le lancement, il y a limite besoin d'1 euro, on va dire. C'est plutôt après comment j'arrive à vivre. Alors il y a tout un tas de systèmes qui existent et il faut se renseigner. Donc c'est l'ACRE, si on a travaillé avant, ça peut être le chômage qui vous finance pendant 1 an, ça peut être le CNC, ça peut être des tas de choses comme ça. Et puis après, une fois qu'on a épuisé un peu, on va dire, les premières aides, après c'est trouver les statuts qui vont nous permettre de cramer un peu moins d'argent. Donc ça va être par exemple le statut de jeune entreprise innovante, on paye pas de charges, le crédit d'impôt jeux vidéo, voilà. Il y a plein de systèmes à les trouver et ça fait partie aussi du job de dirigeant d'entreprise. Oui, sur le lancement, il y a donc tout de suite, il faut dire le système bancaire ne marche pas. Le système bancaire va juste financer le matériel. Donc si jamais vous voulez acheter un immeuble, de l'immobilier, ou si vous voulez acheter du matériel, là la banque va vous prêter sur vos biens personnels. Et donc c'est pas bien vu. En fait, en général, on monte une boîte, c'est pas pour ça. Mais sinon, pour tout ce qui est financement de projets purs, donc intellectuels, vous n'aurez pas de subvention, vous n'aurez pas d'aide de la banque. Du coup, effectivement, il faut passer par des organismes, d'autres organismes, et le CNC notamment, l'ACRE. Oui, je me permets juste de faire une petite précision. Si vous voulez créer votre boîte et que vous voulez aller vers les subventions publiques, vous pourrez pas y aller avec 1 000 euros. Voilà. Donc il faut bien savoir qu'effectivement on peut créer une boîte avec 1 000 euros. Si derrière vous voulez aller chercher du financement public, des subventions ou effectivement des prêts d'honneur, parce que les banques effectivement prêtent sur du matériel ou des avances remboursables, les subventions publiques vous aideront à hauteur de vos fonds propres. Donc si vous voulez 30 000 euros, vous devez les avoir vous aussi. Donc voilà. Donc on peut partir avec rien, mais il faut pas avoir rien pour après aller chercher de l'argent. Ouais, voilà. Bien sûr, en fait. Mais, donc il faut pas trop partir dans des rêves aussi. Il faut les fonds propres, en fait, ça peut être. Alors du coup, effectivement, quand nous on a déjà des sociétés avec un passif, finalement le fonds propre, ça peut être le chiffre d'affaires ou ainsi exactement. De mais en là, fait, on part de rien. Je te parle en première année de création, si t'as pas encore fait effectivement un CA. Là, il faut pas se dire génial, je vais avoir toutes les aides publiques que je veux. Ça va être le parcours de l'entrepreneur est quand même pas simple. Moi, c'est quand même un nerf, parcours en fait, pas évident. Le nerf de la guerre, c'est comment réussir à avoir la mise de fonds. Donc, constituer son capital de départ. Comment j'ai du cash pour pouvoir alimenter la traversée du désert que va être le début de la création de l'entreprise. Parce que c'est ça, jusqu'au premier chiffre d'affaires, en fait, jusqu'à la constitution du premier objet qui va être monétisable ou vendable. Donc passer du concept à l'objet, et cet objet, en fait, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et effectivement, la plupart du temps, le conseil que l'on donne, c'est qu'on monte sa société au moment où j'ai déjà quelque chose. J'ai déjà mon concept, en fait, j'ai soit déjà mon premier contrat, soit j'ai déjà un objet qui a été finalisé et que je vais pouvoir commencer à rendre monétisable. Mais je la monte pas ma société avant, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, moi j'avais monté la boîte administrativement alors que j'étais encore en poste, avec l'accord de mon patron de l'époque qui était très sympa, j'avais de la chance. Et j'ai quitté la boîte à partir du moment où je générais du chiffre d'affaires. Je voulais pas quitter la boîte sans être sûr que je pourrais me payer et qu'il y avait un minimum de potentiel dans ce que je faisais, parce que forcément vous pouvez avoir
une envie de créer une boîte, mais vous n'êtes pas forcément sûr à 300% que vous allez rencontrer le marché, que vous allez générer du chiffre. Parfois, un projet qui sur le papier peut paraître top, vous allez vous apercevoir que vos clients, ils en veulent pas forcément, ou alors que ça va prendre beaucoup de temps. Et du coup, c'est vrai que je conseille effectivement, moi, de peut-être pas créer administrativement la boîte. Bon, c'est un détail, vous pouvez la créer quand vous voulez, mais si vous êtes en poste et que vous pouvez vivre en attendant, c'est tout aussi bien. Et lâcher votre boulot quand ça commence à marcher, je pense que c'est le meilleur modèle en fait. Oui, alors c'est vrai qu'on peut pas avoir des aides tout de suite comme ça. Je parlais plutôt quand on a son équipe, son coût en fait qui augmente. Où là on peut. En fait, c'était plutôt pour dire qu'en France, contrairement aux idées reçues, finalement, si on met bout à bout toutes les aides au bout d'un certain moment, c'est plus. On n'est pas tellement plus cher que pas mal de pays. Et donc après, comment faire au départ en attendant d'avoir un produit commercialisable? Nous à l'époque, ce qu'on avait fait, donc déjà, c'est qu'on travaillait avec quelques clients. Donc ça, c'est important. Donc, et c'est plutôt. Enfin, alors je vais pas dire que c'est facile, mais on peut réussir à trouver quelques clients pour financer, mettre un peu de cash dans la boîte. Et nous à l'époque, ce qu'on avait fait, mais là c'est un peu moins facile de faire ça, c'est qu'on avait fait des levées de fonds. En fait, on était allé voir des investisseurs qui payaient l'impôt sur la fortune et on leur avait dit si vous nous donnez 125 €, en fait, au lieu d'en payer 100 aux impôts, vous rajoutez que 25% de plus de votre mise de départ, vous défiscalisez en fait l'ensemble. Bon, c'est un peu compliqué peut-être que. Mais en gros, on demandait de l'argent à des gens qui payaient l'impôt sur la fortune et ça nous mettait du cash dans la boîte et eux finalement ça leur faisait une exonération d'impôt assez importante. Donc c'était très très avantageux pour tout le monde. Malheureusement là cet avantage il est un peu réduit. Maintenant ils défiscalisent que 50%, mais c'est encore faisable. C'est-à-dire et puis des gens qui payent l'impôt sur la fortune sur Paris on a pas mal et puis il y a plein de regroupements, ça s'appelle des business angels où il suffit de leur montrer un beau projet et que vous êtes une équipe performante et souvent en fait il manque aussi peut-être un premier truc. De quoi? Non, c'est pas. Ouais. C'est pas aussi simple, mais c'est comme ça que nous en tout cas on a fait, et c'est comme ça aussi que ça fonctionne. On a fait pas mal de. Je dis pas que c'est simple, on met du temps, mais en tout cas c'est vraiment possible. Et c'est pas non plus extrêmement dur. Je veux dire les BA, on va se casser la gueule au départ, on va faire des pitchs en pitch comme ça devant des salles, devant des business angels. Puis on va se foirer 2-3 fois, puis après on va nous dire là si tu avais fait ça c'est mieux. Puis après on le fait, puis ça marche. À la fin d'une réunion, il y a des BA qui viennent. Bon, avant c'était beaucoup plus simple parce qu'ils défiscalisaient 75%. Aujourd'hui c'est un peu moins le cas, mais c'est pas. Enfin voilà, c'est. Vas-y Carole. Oui, moi je voulais un peu faire bravo pour l'aventure entrepreneuriale. Là c'est un peu moi j'ai créé une entreprise il y a un petit moment et j'ai un peu le sentiment que c'est le chef d'entreprise, ce super héros. Et je voulais vous faire part d'une remarque parce que maintenant je suis un petit peu en recul, je suis dans la formation maintenant, d'une erreur que j'ai l'impression d'avoir faite. Et en vous écoutant, j'avais envie de faire part de cette remarque. C'est de sous-estimer peut-être la partie commerciale d'un studio. C'est une erreur que j'ai faite et après coup, je me dis, si j'avais embauché peut-être 1 ou 2 commerciaux, j'aurais pu exploser. Mais vraiment, j'aurais pu. J'étais peut-être au bon moment, au bon endroit. Et j'aurais vraiment pu rencontrer une success story. Et en vous écoutant, vous dites, alors à part toi, parce que tu es plus dans le business, mais c'est toujours le chef d'entreprise qui fait le commercial. Et je voulais un petit peu avoir votre éclairage là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous dit? Parce qu'effectivement, en voyant maintenant les studios avec beaucoup de recul, je trouve que les chefs d'entreprise passent beaucoup de temps à aller chercher de la subvention. Et c'est des choses qu'on entend aussi à l'étranger. Tiens, les Français, ils passent leur temps à aller chercher de la subvention plutôt qu'à aller chercher des clients de par le monde, des clients peut-être dans d'autres, dans des secteurs connexes. Vous voulez un petit peu avoir. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous. Alors, du coup, effectivement, c'est l'espèce de double casquette. Il y a d'un côté la subvention, on va dire entre guillemets, qu'on entend beaucoup avec les différents pays, le Canada, la France, ainsi de suite, parce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en œuvre pour l'entité jeux vidéo particulière, notamment le CNC, puisqu'en fait on relève de l'œuvre audiovisuelle et culturelle. Du coup, il y a des vraies subventions pures et dures qui sont attribuées, mais qui sont de plus en plus difficiles à obtenir et qui sont plafonnées. Le travail commercial, c'est un vrai travail à part entière, aller démarcher les éditeurs et ainsi de suite, mais on les défend avec des projets. Du coup, c'est très très difficile de valoriser, on va dire, le savoir, entre guillemets, un savoir-faire. C'est-à-dire que quand on est un développeur de jeux vidéo, on sait faire des jeux
et il faut le valoriser. Et pour le seul moyen de le valoriser, c'est à travers les objets. Donc il faut produire des jeux, et pour produire des jeux, il faut déjà qu'on nous ait laissé en faire. Donc la boucle est difficile, et c'est un tout petit milieu. C'est-à-dire que c'est un milieu, voilà, c'est 15 000 personnes en France, et encore, je crois que c'est 1005. Enfin, je crois que j'ai lu un truc dans Télérama, c'était 3005 en tout et pour ça tout. dépend si on considère la production ou l'ensemble de la profession de jeu mais en fait, vidéo. je crois que ouais. studio de jeux vidéo, c'est 1500 personnes en France. Et après, des éditeurs, quand on fait les salons, on les voit tous. Donc, et en fait, on se connaît tous, on a tous nos numéros, nos cartes et ainsi de suite. Du coup, on fait les commerciaux, mais en fait, on fait la tournée Pour des les projets que toi tu édites, parce que je crois que tu faisais aussi des projets en auto-édition. Oui, on a des projets perso. Pour le coup, effectivement, c'est des plateformes. C'est un autre métier. Et je suis tout à fait d'accord avec vous de la vente, on va dire, la vente de jeux. Et justement, à ce sujet, et parce qu'on a aussi des gens un peu plus jeunes dans la classe, est-ce que vous allez à l'étranger dans la classe? Oh là là. Oh là là, bravo. C'est bon, je suis parti pour la formation. Est-ce que vous allez régulièrement à l'étranger, sur des salons étrangers, rencontrer des partenaires étrangers? On sait que le jeu vidéo en France, produit en France, s'exporte à 80%. Donc en gros, quel est votre public? Et voilà. Comment adressez-vous ces marchés? Est-ce que vous les adressez directement? Pas encore. Quels sont éventuellement vos partenaires et quelle est l'importance de ces relations commerciales, voilà, au-delà de nos frontières? En fait, nous, en tout cas, sur le jeu mobile ou sur les jeux navigateurs, le public, le grand public, donc finalement, on peut le toucher mondialement sur son siège chez soi à Paris. Donc après, il y a tout un travail d'aller trouver les bonnes régies, etc. dans les pays. Mais ça, pareil, ça peut se faire pas mal par Internet. Bon, la rencontre physique, c'est toujours bien. Alors il y a des salons qui existent où en France il y en a un notamment, la Game Connection, où les gens viennent et puis on peut discuter. Et après il y a donc finalement nous on travaille pas mal avec l'export, mais on peut le faire un peu plan chez soi. Voilà. Mais nous j'essaie de te faire dire parler anglais. Ah oui, par contre il faut parler anglais, ouais, ça c'est sûr. Allez, nous on est que on va dire on fait notre business uniquement à l'international. En France c'est très petit. Et en fait, on fait quelques salons, mais pas tant que ça finalement. Via Internet, on peut faire plein de choses. Il faut forcément bien parler anglais. Il faut avoir, en ce qui nous concerne, un compte LinkedIn qui est performant avec plein de gens dans le réseau et bien maîtriser l'anglais, voilà. Et puis après, utiliser les canaux de recrutement pour se faire connaître. Même nous, en fait, qui sommes un réseau publicitaire pour recruter des développeurs, on va faire de la pub nous-mêmes, en fait, pour se faire connaître. Donc, on va utiliser les canaux genre AdWords, on va aller sur les blogs spécialisés, voilà. Donc, en fait, on peut faire, c'est vrai, pas mal de choses en étant, c'est aussi la beauté d'Internet, quoi. C'est qu'on peut faire beaucoup de choses et avoir beaucoup de clients à l'international sans forcément y être. Vous recrutez également des étrangers ou vous parlez en anglais régulièrement dans vos travaux? Nous, en fait, tout est en anglais. Là, on a pris une Australienne, par exemple, qui gère toute la relation avec les développeurs. Et voilà, on l'a prise on lui a fait passer. Elle était aussi intelligente par ailleurs, mais elle avait l'avantage de bien parler anglais, ce qui est l'avantage pour les Australiens. Et sinon, non, pour tout le monde, en fait, on demande un niveau d'anglais bon, quoi. Et à l'écrit particulièrement, parce qu'on gère beaucoup de relations à l'écrit avec nos annonceurs et nos studios de développement de jeux partenaires. Pareil, nous on parle énormément anglais. Du reste, je prends des cours avec Capital Games, donc j'espère que je vais progresser encore. Et sinon, on recrute aussi. Là, on vient de recruter un espagnol qui parle justement pas mal de langues, et du coup, c'est ça qui nous intéressait pour discuter avec les différents partenaires en langage natif. C'est important pour les négos commerciales et que ça peut aider en fait. Donc, on l'a pas recruté en CDI, CDD, mais c'est un assistant commercial qui m'aide un peu à négocier. Oui, pour nous, sur le développement pur, on va dire de toute façon le langage de développement, c'est l'anglais. Donc parler l'anglais pour tout ce qui est technique, lire les docs et ainsi de suite, c'est nécessaire. Maintenant, pour la communication en interne dans le studio, ça n'a pas une incidence directe. Et par contre, pour tout ce qui est relations internationales, effectivement, nous aussi, on est un studio qui travaillons quasiment qu'à l'international. Donc on parle en anglais sur tous les salons et avec tous les intervenants, quoi.
Mais très bien. Écoutez, on a vu quand même pas mal d'aspects de la vie de chef d'entreprise dans le jeu vidéo directement, dans la production de jeux ou en périphérie, qui vient supporter toutes ces créations. Merci beaucoup. On peut passer maintenant aux questions. Enfin, si vous en avez plus particulièrement ce soir. Et allez, une. Bah non, pas particulièrement. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas. Je vous dis à très bientôt. La vidéo sera disponible en plus sur internet, donc si vous voulez la partager et la revoir pour vous, ce sera très bientôt disponible. Je vous remercie et puis un tonnerre d'applaudissements pour nos intervenants, s'il vous plaît. Et à très bientôt.